Ce mercredi 20 mai 2026, j'ai assisté et j'ai eu l'opportunité d'intervenir à Bruxelles lors du colloque consacré à l'internement. Cette mesure de sûreté belge, située à l'intersection de la psychiatrie et de la justice, qui bouleverse ma vie depuis plusieurs années. Cette journée, organisée par l'Institut national de criminalistique et de criminologie et l'Université de Louvain-Salouy à Bruxelles, a réuni de manière exceptionnelle tous les acteurs qui interviennent dans cette procédure. Magistrats, psychiatres, psychologues, avocats, chercheurs, représentants associatifs et acteurs de terrain, principalement bruxellois, afin de dresser le bilan de 10 années d'application de cette loi du 5 mai 2014, autour d'une question fondamentale: quel avenir pour les personnes internées? Une journée passionnante, instructive et parfois aussi déroutante. J'y ai entendu des professionnels engagés, lucides sur les limites du système. Certains ont partagé leur désarroi, leur cas de conscience ou leur sentiment d'impuissance face à des situations humaines extrêmement complexes. D'autres ont présenté les évolutions positives, des initiatives inspirantes, des collaborations prometteuses et leur volonté de faire évoluer les pratiques. J'ai découvert des femmes et des hommes qui, malgré des moyens souvent insuffisants, cherchent chaque jour à décoincer des situations qui paraissent sans issue. Je tiens sincèrement à les remercier pour tout ça. Au fil des interventions, j'ai également beaucoup entendu parler de nous, les proches. Des proches parfois décrits comme absents ou inexistants. Des proches parfois présentés comme indispensables. Des proches que l'on souhaiterait voir davantage appliqués dans certaines étapes du parcours de soins ou lors de moments clés, comme par exemple les audiences devant les chambres de protection sociale. Ces différents constats m'ont profondément interpellée, car s'ils reflètent sans nul doute une partie de la réalité rencontrée par les professionnels, ces constats et ces attentes sont à 1000 lieues de mon expérience personnelle. Ce qui soulève des questions essentielles. Est-ce qu'une loi nationale peut s'appliquer de manière aussi différente d'un territoire à l'autre? Est-ce que les décisions et les pratiques sont dépendantes à ce point des professionnels qui les traitent? Que savent réellement ces professionnels de notre expérience vécue de proches? Que savent-ils de nos limites, de nos besoins, de nos multiples démarches, de nos déconvenues, de notre difficulté de maintenir le lien avec notre proche dès que la procédure s'est enclenchée, de ce que nous traversons avant, pendant et après l'internement? C'est précisément cette réalité vécue que j'ai tenté d'apporter en témoignant. J'ai utilisé mes 10 minutes aussi bien que possible, mais ce temps contraint pour chaque intervenant a obligé chacun à aller à l'essentiel. J'espère donc que mon intervention, bien sûr très partielle, a permis d'ouvrir modestement cette réflexion et que nous pourrons la poursuivre à travers les prochains épisodes d'Éclat d'esprit qui seront consacrés à ce colloque et aux questions que les différentes interventions ont suscitées du côté des familles. J'ai l'ambition de poursuivre ces échanges avec tous les professionnels présents qui répondront favorablement à ma sollicitation. En tout cas, mon témoignage a suscité la réaction de 2 familles présentes dans la salle. 2 familles que je remercie infiniment d'être venues spontanément à ma rencontre à la fin du colloque. Cela peut paraître anecdotique, mais pour moi, c'est au contraire un signal fort. Parce qu'il rappelle quelque chose d'essentiel. Les proches sont là, même lorsque nous ne prenons pas la parole, même lorsque nous sommes épuisés et découragés, même lorsque nous devenons invisibles aux yeux des institutions, nous sommes là. Suffisamment impliqués pour être informés de la tenue de cet événement et y consacrer une journée en étant totalement invisibilisés au milieu des professionnels avertis. Suffisamment investis pour continuer à chercher des solutions malgré les années, malgré les obstacles et malgré la certitude, malgré aussi les répercussions sur notre propre santé, l'impact sur nos finances, sur nos vies sociales et professionnelles. Cette présence discrète, mais bien réelle, m'amène à une autre réflexion. Lorsque les proches semblent absents à certains moments du parcours, notamment lors d'une libération à l'essai, c'est un exemple flagrant mentionné ce 20 mai, cela ne traduit en aucun cas un manque d'intérêt ou d'investissement de notre part. Cela traduit plus précisément
une absence d'information, de communication et de collaboration entre les professionnels et nous, les proches. Cela peut aussi être le résultat d'un épuisement, d'un sentiment de culpabilité, également évoqué lors de ce colloque, de la rupture des liens provoqués par la maladie, mais surtout par une prise en charge qui trop souvent nous exclut ou arrive quand notre situation est déjà en rupture, d'une difficulté de trouver notre place dans ce dispositif, ou simplement de la complexité de la situation qui s'étend sur de nombreuses années avec des professionnels fluctuants qui interviennent finalement de manière très ponctuelle dans nos parcours de vie, tout en ayant en parallèle à gérer une série impressionnante de conséquences lourdes au quotidien. Cet épisode est donc une invitation à mieux comprendre ce que nous vivons en tant que famille, une invitation à créer davantage de ponts entre vous les professionnels qui nous écoutez aujourd'hui et nous les proches en quête de solutions. Une invitation à poursuivre la belle dynamique de ce colloque dans différents épisodes du podcast. Parce que le rétablissement ne se construit ni uniquement dans les tribunaux, ni uniquement dans les institutions de soins et en aucun cas dans les prisons. Il se construit dans les liens humains qui subsistent malgré les crises, dans les familles qui continuent d'être présentes, parfois maladroitement, parfois à bout de force, mais qui continuent malgré tout d'espérer et d'agir en faveur du rétablissement de leurs proches. Et dans notre capacité collective à mieux collaborer. Je vous propose d'écouter sans attendre l'enregistrement de mon intervention lors de cette journée. Et donc je vais inviter maintenant Hélène Liégeois à nous rejoindre, qui est proche de l'internement et qui va aussi pouvoir nous donner son témoignage. Merci. Merci. Il y a 4 ans, si on m'avait dit qu'en demandant des soins d'ordre médical pour mon mari et qu'il passerait 3 ans en prison sans soins adaptés, je ne l'aurais jamais cru. Aujourd'hui, je relève un double challenge. Donc, c'est vous partager l'épreuve face à l'acharnement de mon mari, en tant qu'épouse, mais aussi en tant que maman de nos 2 enfants, dont le papa a disparu de nos vies du jour au lendemain. Et réussir à faire tout ça en 5 minutes. Alors qu'en réalité, je pourrais vous en parler des jours et des jours. Tant cette procédure a bouleversé notre vie et continue à l'impacter au jour le jour. Donc autant mon mari que nos enfants, moi et aussi nos familles, nous sommes coincés dans cette impasse pour une durée indéterminée. Il y a 4 ans, que ce soit l'univers de la justice ou de la psychiatrie, je n'y connaissais absolument rien. C'était 2 univers totalement inconnus pour moi. J'avais une confiance très naïve dans la justice. Je croyais encore que, sauf exception, en prison, il n'y avait que des criminels. J'avais une méconnaissance totale des troubles psychiques, oui, des préjugés qu'on a tous dans notre inconscient collectif et qui sont entretenus par les médias. Et comme beaucoup de personnes, j'associais l'acharnement à des soins psychiatriques. Je pensais naïvement qu'une personne internée était avant tout une personne soignée. Je n'imaginais pas qu'en Belgique, en 2022, une réponse possible à notre demande d'aide soit la prison, sans soins, et pour une durée indéterminée. Mon mari n'avait aucun antécédent psychiatrique et aucun casier judiciaire. Jusqu'à sa disparition, il a toujours été un papa très très présent pour nos enfants. C'était sa plus grande fierté dans la vie. Le dernier message cohérent qu'il nous a adressé leur était d'ailleurs adressé. Il date de décembre 2022, quelques jours avant son arrestation. Nos enfants avaient à l'époque 8 et 12 ans. De cette terrible expérience, parce que c'est vraiment une terrible expérience, il faut vraiment le vivre pour croire tout ce qui peut se passer, est né en 2024 un podcast qui s'appelle Éclat d'esprit, qui était une nécessité pour moi de partager au grand public ce qu'on peut vivre face à l'acharnement. Chaque mois, je reçois 2 invités qui viennent bousculer nos préjugés qu'on attend au niveau de la psychiatrie qu'au niveau de la justice. On y parle notamment de rétablissement. Donc ça a été quelque chose de très important pour moi, parce que comme je ne connaissais rien à la psychiatrie, découvrir qu'on peut se rétablir d'un trouble psychique, c'est ce qui est encore aujourd'hui porteur d'espoir, et qui est trop peu partagé, je trouve. On y parle aussi de psychoéducation,
de l'intégration bénéfique des proches au parcours de soins, gage d'un rétablissement durable, de la formation de la police à la psychiatrie, du rôle essentiel des avocats et de la nécessité de former notamment les professionnels du droit aux réalités des troubles psychiatriques. Donc je vais vous parler maintenant rapidement de ce qu'on a vécu avant, pendant et après l'internement. Si je devais résumer en 2 mots l'avant, je parlerais d'une errance et de la solitude. Donc il est courant de voir qu'il s'écoule une petite dizaine d'années entre les premiers symptômes d'un trouble psychique et un début de diagnostic. Notre famille n'a pas échappé à ces statistiques. Pendant longtemps, le burn-out a été l'explication à ce que nous traversions. Et puis progressivement, ça ne tenait plus trop la route. Nous avons cherché d'autres explications, on a pris des rendez-vous médicaux, mais jamais on n'a été redirigé vers la psychiatrie. Puis tout s'est accéléré quand mon mari a disparu. Avec ma belle famille, nous avons signalé sa disparition, expliqué nos inquiétudes d'ordre médical, demandé une mise en observation selon la loi de 1990 dont on a parlé ce matin pour obtenir un diagnostic et, si nécessaire, les soins adaptés. Sans réellement comprendre ce qui se passait, nous sommes passés de cette demande civile de mise en observation, qui était suivie par le parquet de Liège à l'époque, à une procédure d'internement pénal en Flandre, où il avait été localisé. Son délit, l'envoi massif de SMS au moment où elle perd des pieds avec la réalité. Comme quoi, la notion de gravité et de dangerosité est parfois toute relative. Avant toute prise en charge médicale, c'est donc souvent une forme de gestion de crise qui repose entièrement sur les proches. Donc on en a beaucoup parlé ce matin, des proches qui alertent, qui sont là au début, puis qui disparaissent au fur et à mesure des procédures. Et je comprends tellement pourquoi. C'est tellement épuisant d'être mis à l'écart de tout ce qui se passe, déjà de ne pas nécessairement comprendre, mais d'être écarté des décisions, de tout ça. Enfin, voilà, je comprends pourquoi les familles, à un moment, disparaissent des circuits. Et pourtant, elles sont tellement importantes. Je passe. Et puis, vient aussi le temps de la procédure. Dans notre cas, elle a été prolongée jusqu'en cassation. Mon mari ne reconnaît pas sa maladie et du coup, voilà. Et là, dans cette procédure de famille inquiète qui cherchait de l'aide, nous sommes passés à victime. Et mon mari est passé de citoyen lambda à l'auteur de délits d'harcèlement via ces SMS. En réalité, lui comme nous, on est tous victimes d'une maladie qui n'a pas été prise en charge d'un point de vue médical. Dans tout ça, je suis francophone, il est francophone, nous ne sommes malheureusement pas bilingues, mais nous avons suivi toute la procédure, donc l'expertise, les audiences, les jugements, les convocations, les rapports, les jugements en néerlandais. L'expertise psychiatrique pour lui a été réalisée 48 heures après son arrestation. Elle nous a informé qu'il était possible qu'il retrouve son équilibre en quelques semaines avec le bon traitement bien dosé. À la place d'avoir ce traitement et cet accès à l'hôpital, puisque mon mari n'est pas un criminel, il a écopé de 3 ans de prison. Il est sorti très récemment. Donc il y a quelques semaines, nous avons été informés par courrier, qui se résumait à 2 lignes en néerlandais toujours, et qui nous informait de sa libération sous condition. Sans explication, sans date, sans accompagnement, sans restauration minimum du lien. Aujourd'hui encore, nous ignorons comment il va. Les conditions de sa libération relèvent de sa vie privée, donc nous ne les connaissons pas. Donc après avoir passé 6 mois dans la prison de Bruges, 18 mois à Gand, qui dispose d'un seul psychiatre qui intervient 2 demi-journées par semaine pour 188 personnes internées. Et ensuite 12 mois à Merksplas, où on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas les 50% d'équipes soignantes disponibles sur place. Désormais, mon mari, il est libre, mais toujours enfermé dans une prison mentale. Nous n'avons aucune de ces nouvelles. Et nous, ses proches, continuons à vivre dans une incertitude permanente. Il est passé de la prison à la rue, sans passage par l'hospitalisation qui était déjà prescrite en 2023 dans l'expertise.
Dans notre cas, l'aternement, tout à l'heure, on a vu que c'était une mesure avec 2 objectifs qui sont le soin et la protection de la société. Pour nous, l'aternement ne coche plus aucune de ces cases, voire même pire. Moi, je considère que l'aternement a mis en péril le bon pronostic de base de rétablissement de mon mari. Dans tout ça, il n'a pas été protégé, donc il reste responsable d'une société, de notre prêt immobilier, etc. Enfin, donc il a été jugé irresponsable pénalement, mais il reste responsable de tout le reste. Voilà. Merci pour ce témoignage et merci encore pour le témoignage précédent d'avoir fait la captation. C'est important pour nous de pouvoir vous entendre. Même si la contrainte de temps ne m'a pas permis de développer certains éléments qui me semblaient pourtant importants, vous l'avez compris, dans notre cas, notre situation globale est bien plus préoccupante aujourd'hui en 2026 qu'en 2022, avant que se déclenche la procédure d'aternement. Vos interventions de professionnels de terrain ont suscité chez moi de nombreuses questions. J'espère que mon témoignage suscite à son tour les vôtres. Si c'est le cas, je vous invite sincèrement à prendre contact avec moi pour poursuivre les échanges. Je m'adresse ici tout particulièrement aux professionnels présents ce 20 mai, mais aussi à tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans les parcours d'aternement. Mes coordonnées figurent dans le descriptif de l'épisode et il est également possible de laisser un commentaire public. Avant de conclure cet épisode, je voudrais l'enrichir de quelques réflexions croisées issues des échanges que j'ai pu avoir avec les familles concernées par l'aternement et présentes lors de ce colloque. Par souci de confidentialité, je serai aujourd'hui la seule à prendre la parole pour relayer certains de nos questionnements communs. Par exemple, quels sont les chiffres de l'aternement ? On parle d'environ 5000 personnes internées en Belgique, dont un quart se trouve en prison. Mais au-delà de ça, au total, combien de personnes ont été concernées par l'aternement ? Combien de personnes sont définitivement sorties de l'aternement ? Sont-elles systématiquement réintégrées dans ces parcours à un moment ou à un autre de leur vie ? Quel type de vie ont-ils après une libération définitive ? Combien de temps en moyenne restent-ils dans ces parcours d'aternement ? Combien de proches ont-ils perdu dans les méandres de cette procédure ? Quel est le coût financier et humain de ce type de prise en charge ? Comment, en tant que proche, peut-on soutenir un projet de rétablissement lorsque nous peinons nous-mêmes à comprendre les procédures, les attentes et les objectifs poursuivis ? Comment mieux préparer les familles à accompagner nos proches lorsqu'on découvre cet univers ? Comment maintenir les liens lorsque les années passent, que les interlocuteurs changent et que la communication devient difficile? Comment mieux prendre en compte notre expérience? Comment construire un projet de sortie et y être intégré? Comment préparer l'après? Comment reconstruire les liens familiaux après plusieurs années de séparation? Dans notre cas, donc 3 familles présentes au colloque, chacune des personnes concernées par l'aternement est parent. En tout, c'est 6 enfants qui sont directement concernés par l'aternement d'un de leurs parents. Comment donc accompagner ces enfants, les conjoints, les parents, les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, qui traversent eux aussi cette épreuve? Comment évaluer l'impact de l'aternement non seulement sur les personnes concernées, mais aussi sur tout leur environnement? Il ne fait aucun doute pour personne que les personnes internées sont souvent des personnes précaires. Il ne faut pas oublier que cette réalité progressivement nous atteint aussi et que la précarité arrive aussi à nos portes. Et peut-être plus largement encore, comment faire en sorte que nous, les proches, ne soyons pas uniquement des lanceurs d'alerte dans des moments où la crise est telle que nous ne pouvons plus rien gérer, mais pleinement considérés comme des partenaires du rétablissement de nos proches. Nous n'avons évidemment pas de réponse toute faite à ces questions, mais nous sommes tous convaincus d'une chose. Les familles détiennent une partie des réponses, les professionnels aussi. Et c'est probablement en acceptant de mieux nous écouter mutuellement
que nous pourrons faire émerger des solutions plus humaines, plus cohérentes et plus efficaces pour les personnes concernées par l'internement, car elles répondraient aux réalités de nos besoins. J'espère que dans un avenir proche, davantage de familles accepteront de témoigner directement. C'est d'ailleurs l'une des ambitions d'une série documentaire actuellement en réflexion, consacrée à la réalité vécue de toutes les personnes qui gravitent autour des parcours d'internement. Personnes concernées, proches, professionnels de la santé, du droit, du secteur associatif ou encore de l'accompagnement social. Le premier épisode de cette série donnera naturellement la parole aux proches, dont l'expérience reste encore largement méconnue, alors même que potentiellement nous sommes les seules personnes disponibles sur toute la longueur du parcours de vie de nos proches. Si cet épisode vous a interpellé, partagez-le et abonnez-vous, car il fait l'objet d'une série liée à ce colloque sur l'internement du 20 mai à Bruxelles. Si vous êtes concerné par l'internement, par un parcours mêlant troubles psychiques et justice, ou plus largement par une situation où une personne n'a pas pu accéder aux soins dont elle avait besoin avant que la justice n'intervienne, je vous invite à prendre contact avec moi. Chaque témoignage permet de mieux comprendre ces réalités complexes, de croiser les regards et, je l'espère, de contribuer à faire émerger des solutions plus humaines, plus cohérentes et plus adaptées aux besoins de chacun. À très vite dans un prochain épisode d'Éclat d'esprit. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et surtout, partagez-nous vos réflexions. À très vite. Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui explore la santé mentale avec lucidité, humanité et ouverture d'esprit. Ici, on déconstruit nos idées reçues, on parle prévention, rétablissement et justice. Entre éclat de voix et éclat de rire, ce podcast ouvre un dialogue pluriel avec des personnes concernées, des proches, des professionnels de terrain, des chercheurs et des acteurs engagés au croisement du social, de la santé mentale et de la psychiatrie et de la justice, pour mieux comprendre la complexité des parcours et ouvrir la voie vers d'autres possibles. Éclat d'esprit est moteur dans la dynamique de synergie, un réseau transdisciplinaire et international qui œuvre pour éviter qu'un parcours psychiatrique ne bascule vers un parcours judiciaire. En fil rouge, mon parcours personnel face à l'internement de mon mari, qui se retrouve en prison sans soins pendant une durée indéterminée pour des SMS, sans antécédents psychiatriques ni judiciaires. De l'éclat d'esprit à synergie, il n'y a eu qu'un pas. Un pas que nous avons franchi ensemble pour construire une société où la santé mentale est accessible, équitable et pensée dans toute sa complexité, au bénéfice de chacun de nous.